Bonjour tout le monde, épisode numéro 17 du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là. Avant de commencer, bien sûr, je veux saluer et remercier notre commanditaire Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Et chez Gagné Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un grand merci à Gagné Sport qui nous permet de vous présenter ce podcast chaque semaine. Merci d'être là, comme je vous disais. Alors, sans plus tarder, évidemment, l'action, il y en a amplement, donc beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui se produisent. Je commence en vous parlant des universiades. Il n'y a pas toujours tout le monde qui connaît les universiades, qui en a entendu parler, parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie des événements qui sont nécessairement couverts par nos médias principaux. Les universiades, c'est essentiellement des Jeux olympiques, si on veut, mais d'université, donc d'athlètes universitaires, en fait, qui représentent leur pays. Le Canada a assez bien fait quand même. Une récolte de 13 médailles, dont 6 d'or. À noter notamment les médailles d'Hubert Macorte et David Larue en patinage de vitesse longue piste. Rosanne Grenier également, toutes en longue piste, encore une fois, tous des athlètes du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, pour les gens du RSEQ, ce sont les médailles au niveau individuel et en équipe. On a eu le hockey féminin et masculin. Les deux équipes canadiennes l'ont emporté. On avait plusieurs représentants du RSEQ. Chez les hommes, 3 des Patriotes de l'UQTR, un de McGill, un de Concordia, Tyler Hilland à Concordia, Scott Walford à McGill, ainsi que Simon Lafrance, Justin Bergeron et Zachary Lavigne des Patriotes de l'UQTR. Chez les femmes, on avait un sérieux contingent de joueuses du RSEQ. On avait notamment Amy Fecteau, qui était le capitaine de l'équipe, et Rosalie Bégincir des Stingers de Concordia. On avait Audrey-Anne Veillette, Annabelle Faubert et Kellyanne Nadeau des Carabins de l'Université de Montréal. On avait également Marie-Camille Théoret des Gators de Bishops qui était présente, et Elisabeth Murat des Martlets de McGill, pour ne pas la nommer. Et j'allais oublier Aurélie Dubuc, gardienne de but des GGs d'Ottawa. Donc, un bon contingent, un tournoi que les deux équipes de hockey canadiennes ont survolé. Donc, une domination complète et totale, mais des médailles d'or fortement méritées. On est très fiers d'eux et d'elles, qui sont d'ailleurs revenus en nos terres pour continuer, évidemment, leurs études, mais de compétitionner dans les divers sports auxquels ils s'adonnent. Alors, on continue. Hockey collégial, que s'est-il passé? Rapidement, au niveau féminin, 2 victoires pour John Abbott, un total de 13-0. Émilie Lucier, 4 buts dans ces 2 matchs. Par contre, le match qui était à surveiller, c'était Limoilou contre Champlain-Lennoxville. Et encore une fois, pour la 3e fois en 4 affrontements cette année, les Titans de Limoilou ont réussi à museler l'excellente Gabrielle Santerre et ça a permis aux Titans d'emporter 4-1. Donc, une autre grosse victoire. Les Titans sont vraiment la bête noire de Champlain-Lennoxville, qui est toujours première au classement, soit dit en passant. Limoilou a également gagné un match 4-2 contre Dawson, mais il faut souligner l'excellent travail, et c'est comme ça chaque fois qu'elle est devant les buts. Jeanne Lortie, la gardienne des Blues, 44 arrêts dans le match. Donc, franchement, une gardienne qui va être à surveiller pour plus tard, parce que franchement, Jeanne Lortie, malgré le fait que son équipe ne gagne peut-être pas aussi souvent que les 3 premières, franchement, trouve le moyen de donner une chance à son équipe de gagner à chaque rencontre. Et là, avec la victoire et les victoires de Limoilou, en fait, sont maintenant à 4 points. Des Cougars, ça va être à surveiller d'ici la fin. D'ailleurs, Champlain-Lennoxville contre John Abbott, on va avoir ce match-là la semaine prochaine qui sera à surveiller. Hockey collégial masculin. Je ne ferai pas le tour parce que cette semaine, on parle avec Denzel Kéré-Guéa, qui est notre nouveau chroniqueur du hockey collégial. Donc, avec Denzel, on va faire le tour, on va regarder quelles sont les équipes qui sont en forme, quels sont les enjeux, les joueurs à surveiller. Franchement, un gars qui connaît amplement son affaire. Alors, fan de hockey collégial, vous allez en avoir pour votre argent avec lui.
Je saute tout de suite au basket collégial féminin, Champlain-Saint-Lambert. Une histoire formidable. 11 victoires, aucune défaite depuis le début de l'année. Elles gagnent leur match par des écarts moyens de presque 30 points. Donc, ça va être encore une fois là, l'équipe qui est à surveiller. Je vous invite à lire l'article que j'ai fait paraître cette semaine sur l'épopée, si on peut l'appeler comme ça, des Cavaliers qui sont vraiment en mission depuis le début de l'année, qui ont l'intention d'aller jusqu'au bout, gagner même le championnat canadien. Donc, elles vont être à surveiller, une équipe spéciale. Évidemment, qu'elles ont gagné leur match cette semaine contre Sainte-Foy. Chloé Oliver, Divine Dibula, Chloé Oliver 17 points et Dibula 11 points, mais 9 rebonds. Et par contre, la performance individuelle de la semaine est celle de Rosalie Mercil des Géants de Saint-Jean. Rosalie avec 18 points contre Trois-Rivières. Collégial masculin. Encore beaucoup d'actions de leur côté. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes. Victoire in extremis de Dawson contre Montmorency. Dawson, qui est une des 4 équipes de tête là, qui sont à surveiller. Dawson qui a gagné par 1 point alors qu'il restait moins qu'une minute à jouer. On a réussi à faire le dernier point. Dans ce match-là, 29 points, 10 rebonds pour Iman Kirati, donc à surveiller. Vraiment, franchement, en tout cas, c'est pas à surveiller, mais je veux dire à souligner. Édouard Montpetit qui est en bas de classement, mais Édouard Montpetit avait commencé l'année 2023 en force avec 2 victoires. Eh bien, malheureusement, ça s'est arrêté pour eux, mais il faut dire que la confrontation était, disons, assez solide. On affrontait Vanier et Brébeuf, 2 des 3 premières équipes au classement actuellement. Donc, 2 défaites pour Édouard Montpetit. On verra bien s'ils réussiront après ça. Une fois que la compétition sera plus, disons, je vais dire normal parce que ça reste que 2 équipes extrêmement puissantes, Vanier et Brébeuf. Il y a Huntsic et Dawson là, qui forment le top 4. Donc, pour Édouard Montpetit, on verra pour la suite. Ceci dit, 2 courtes victoires pour Huntsic. Donc, je parlais qu'il était une bonne formation, mais 2 très courtes victoires contre Sherbrooke et Outaouais, donc par des petits pointages. Est-ce que Huntsic est dans un creux de vague? Est-ce que l'équipe a pris à la légère ses adversaires? Donc, ça va être à voir quand ils vont affronter d'autres grosses équipes. Individuellement, je veux quand même aussi mentionner les 29 points de Raphaël Constant de Champlain-Saint-Lambert contre Sainte-Foy et les 28 points d'Édouard Benoît de Brébeuf dans le match contre John Abbott. Volleyball féminin. On avait un gros match rencontre au sommet entre Édouard Montpetit et Lionel Groux. Victoire d'Édouard Montpetit en 4 manches, 3-1 et performance de 15 points chacune pour Juliette Gosselin, Oriane Racine et Béatrice Dubreuil. Donc, grosse victoire pour Édouard Montpetit. Et donc, on a maintenant Lionel Groux et Jonquière qui sont à 9-3 en deuxième position, derrière Édouard Montpetit qui est à 10-1. Et victoire au niveau du volleyball masculin, 2 victoires pour Limoilou, qui solidifie sa 2e place au classement derrière Sherbrooke. Niveau universitaire maintenant. Niveau universitaire, le basket, même chose que pour le hockey collégial masculin. Basket, on va parler de tout ça, faire le tour avec Jason Bryan, Jean-Baptiste tout à l'heure dans la chronique sur le basket. Donc, on fait le tour des matchs qui ont eu lieu en fin de semaine. Natation, on n'en parle pas souvent, natation. Il y a eu la Coupe universitaire de l'Université Laval en fin de semaine. Mentionné Danica Etier de l'Université Laval, 3 médailles d'or, et Pablo Collin de McGill, 2 médailles d'or et 1 d'argent. Les 2 ont été respectivement nommés athlètes féminines et masculins de la rencontre. Volleyball féminin universitaire, on est maintenant avec une triple égalité en tête. On vous a dit que ça allait être serré, c'est triple égalité en tête. Pourquoi? Parce que McGill a remporté 2 matchs, dont une victoire importante contre Montréal. Donc, ce qui fait que tout le monde est à égalité. Et la 3e équipe qui est avec eux, c'est l'UQAM qui a remporté 2 matchs également. L'UQTR face à l'UQTR et à Ottawa. Par contre Ottawa en 5-7, donc il a fallu se rendre jusqu'au bout. Dans la victoire de McGill, Clara Poiré, notons, c'est 14 points et 11 réceptions défensives. Mais la performance individuelle vient quand même de Montréal, alors que Gabriel Fortin a terminé le match avec 29,5 points. Pendant ce temps-là, Laval, qui se mesurait à Sherbrooke, Laval l'a emporté 3-1. Et pourquoi c'est important? Parce que la bataille pour la 4e et dernière place pour les éliminatoires va se faire entre ces 2 équipes-là. Laval qui vient de prendre l'ascendant dans cette bataille-là qui va vraiment nous mener jusqu'à la fin de la saison. Ces 2 excellentes équipes, Laval et Sherbrooke, donc ça va être à suivre.
Maintenant, du côté masculin, Montréal a gagné ses 2 matchs contre Nouveau-Brunswick. Rien de surprenant là. Sherbrooke l'a emporté 3-0 contre Laval. Sherbrooke continue sa domination au classement. Hockey féminin. Montréal, 2 défaites pour les Montréalaises qui essaient de rattraper les Stingers de Concordia au classement. Montréal a d'abord perdu 2-1 en tir de barrage contre Carleton, mais le match qui était à suivre, c'était Montréal contre justement les Stingers et ça se passait dimanche. Et les joueuses dont je vous ai parlé, qui étaient aux Universiades, ont eu le temps de revenir. Elles venaient de jouer leur finale le samedi. Le lendemain, elles étaient sur la glace pour cet affrontement important. Et d'ailleurs, Fecto et Bégin-Cyr, 2 points chacune dans la victoire de 3-1 des Stingers. 2 victoires également pour les GGs d'Ottawa en fin de semaine, ce qui fait que le classement se resserre à nouveau à un seul point d'écart entre Ottawa et Montréal. Donc ça aussi, ça va être une belle bataille à surveiller toute l'année. Voilà ce qui fait le tour rapide de l'actualité sportive de la fin de semaine. Je vous invite évidemment à suivre le reste de l'émission. Comme je vous disais, des chroniques de hockey collégial, de basket universitaire avec nos chroniqueurs. Donc ça va être très intéressant. Et absolument, vous ne devez pas rater ça. L'entrevue de la semaine avec Ameken Siciliano, la joueuse par excellence du basket universitaire au cours des 2 dernières années, une fille qui est arrivée directement d'Argentine pour se joindre aux Gators de Bishops il y a 3 ans. Et franchement, une super histoire. Cette fille-là ne parlait même pas un mot d'anglais en arrivant ici. Donc, cette joueuse-là qui appartient à l'équipe nationale de l'Argentine, qui a décidé de venir jouer au Québec, venir jouer au Canada. Elle a appris l'anglais. Parle un peu de français, donc on va avoir une entrevue en franglais avec elle, mais une fille super sympathique, une fille beaucoup d'ambition, énormément de talent. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue-là avec grand intérêt. Sur ce, je vous souhaite un excellent show et merci d'être là. Lâchez-nous pas. Bye. On est de retour avec Jason Bryan Jean-Baptiste pour parler de basket. Salut Jason. Salut Phil, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on a eu en fait, la façon dont ça fonctionne dans cette deuxième moitié de saison, c'est qu'on a des programmes doubles le jeudi puis le samedi. Les 2 mêmes équipes s'affrontent. Donc, autant chez les hommes, chez les femmes. Fait que cette semaine, on a eu des affrontements Bishops Concordia et Laval McGill. On va commencer du côté féminin. Bishops et Concordia qui ont joué 2 matchs en fin de semaine qui ont été ultimement très serrés. Victoire de Bishops pour le premier match à Concordia, mais Concordia qui a battu Bishops dans le deuxième match. Raconte-nous ça un petit peu, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en as vu? Ouais, ben déjà, ce match-là, je pense, dès le départ, les Stingers ont eu un très beau début de match défensivement. Ils ont fait un très beau travail en termes d'assiduité, puis juste de forcer les Bishops à prendre des tirs vraiment difficiles, particulièrement pour Ameken Siciliano. Au premier quart, Siciliano, pour ce match-là, n'avait mis aucun point. T'sais. Mais c'est à partir du deuxième quart qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Siciliano, je pense que ça s'est repris. Ils ont fait un temps mort, puis elle a parti l'étincelle de l'attaque de Bishops, puis c'est là qu'ils ont pu avoir un rythme un peu plus fluide. Puis au final, elle a terminé avec 35 points. Elle a été dominante durant ce match-là. 4e quart, ça a été vraiment une performance exceptionnelle. Elle allait chercher, elle attaquait le panier, tir aux 3 points, vraiment, elle était vraiment physique. Puis elle a vraiment porté son équipe sur ses épaules. J'ai pu parler à leur entraîneur. Comment il s'appelle? Oh mon Dieu. J'ai oublié son nom. Excuse-moi. Veux-tu qu'on recommence? Parce on va recommencer ça. J'ai oublié son nom. J'avais un point avec elle. Excuse-moi, Phil. Ben non, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai un blanc. Hein. Un blanc de mémoire, là. Comment il s'appelle? Mais non, je l'ai noté en plus. Oh, je me sens fucking mal. Attends. Je l'ai eu en entrevue. Non. Excuse-moi, Phil. Mais non, Diana Ross. Puis Diana Ross.
Je vais quand même sortir l'article au cas où parce que. Ouais, je parlais de Diana Ross, puis pour les Stingers, c'était Tanisha Giddens. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Hey, juste avant qu'on reparte ça, Victoria Gauna, as-tu parlé d'elle? Victoria qui? Gauna, Gauna. Non. C'est parce que Victoria Gauna, c'est comme la. Ils sont deux Argentines, hein? Amène Siciliano puis Victoria Gauna. OK. C'est deux filles qui viennent d'Argentine. Puis Victoria Gauna elle est importante dans l'équipe. Puis là, j'ai vu qu'elle n'était pas là dans ces matchs-là. Fait que je ne sais pas si. J'imagine qu'elle est blessée ou quoi, mais. Oh, OK. Je vais juste regarder si elle était là au début. Non, elle n'était pas là non plus. Donc, OK, elle n'était pas là début d'année. Étais-tu là pour le dernier match avant les fêtes? Oui, elle était là. Fait qu'elle est absente, mais tu sais. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, je vais dire que on va dire que je vais le dire là-dessus. Je vais juste mentionner ça, en fait, sans qu'on embarque trop là-dessus. Okay. Bref, on peut repartir ça. On repart ça. Alors, on est de retour avec Jason Bryant Jean-Baptiste pour parler de basket universitaire. Salut Jason, comment ça va? Ça va super bien, Phil. Content de te voir. Moi de même. Plutôt ça va bien. ben oui, ça va bien. Écoute, on a eu une belle fin de semaine de basket. Au retour des fêtes, c'est un paquet de programmes doubles qu'on a, donc des allers-retours, autant chez les hommes, chez les femmes. En fin de semaine, on avait Bishops contre Concordia, puis Laval contre McGill. On va commencer du côté féminin. Bishops et Concordia qui se sont, dans le fond, séparés les deux matchs, une victoire de chaque côté. Bishops a battu Concordia 75-71 le premier match, mais à Bishops, Concordia est allé les battre. Qu'en as-tu retenu de ces matchs-là? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Pour avoir été en personne, c'était vraiment un beau match. Ce match-là, entre les Stingers et Bishops, ce qui a été vraiment intéressant, c'était à quel point les Stingers, ils ont eu un très beau départ défensivement. Ils étaient assidus, ils étaient physiques, ils ont vraiment forcé les Gators à prendre des tirs difficiles. On peut le voir avec Amène Siciliano, elle a commencé le match avec 0 points au premier quart. Mais par la suite, à partir du deuxième quart, ils se sont ajustés. Puis elle a vraiment parti l'étincelle du match. Puis elle a porté l'équipe sur ses épaules. Elle a terminé le match avec 35 points. Elle a été dominante au quatrième quart. J'ai parlé à leur entraîneuse, Diana Ross. Elle m'a parlé vraiment de son importance par rapport à l'équipe, son leadership. Fait que ça s'est vu. Elle a vraiment dominé. Elle a créé des opportunités pour ses coéquipières. Puis c'est ça qui a permis à Bishops de revenir dans ce match-là. La chose aussi qui était difficile du côté des Gators, ça a été à la ligne des lancers francs. Ils ont terminé avec 58%. Je pense que tout au long du match, c'est ça qui les a un peu enlisés. Puis du côté des Stingers, elles sont restées assidues. Elles ont fait un bon travail. Arich Burgonio, elle a vraiment bien joué avec 21 points. D'ailleurs, on va en parler avec le match qu'elles ont joué à Bishops. Elle a été l'héroïne de ce match-là. Mais de façon globale, ils sont venus avec un très bon état d'esprit. Puis c'est ça qui leur a permis de forcer les Gators à donner leur maximum en fin de match. Tu parles de Arich Burgonio, on va y revenir parce que c'est quand même une joueuse assez spéciale. Elle ne mesure que 5 pieds. Et tu l'as dit, là, dans le premier match, 21 points. Dans le deuxième, elle a été l'héroïne, 32 points. C'est quand même impressionnant la regarder jouer. Elle trouve le moyen de se faire de la place, de monter au panier, d'aller chercher des paniers. Sa vitesse. Et je vais dire, des fois, sa petite taille, on dirait que la sert bien. Elle a réussi à se faufiler. Ça reste qu'elle ne se fait pas bloquer. Elle fait ses jeux. Impressionnante. Très, très dynamique. Vraiment impressionnante. J'ai adoré son jeu. Puis je l'avais vu jouer au premier match de la saison à l'UQAM. Puis elle me faisait penser à l'ancienne garde de l'UQAM, Clara Blachier, qui était une fille d'à peu près 5 pieds 2 aussi, même genre de gabarit, mais des filles extrêmement dynamiques qui donnent beaucoup, beaucoup de rythme au jeu de leur équipe. Fait que Concordia a mise sur une joueuse comme ça qui est quand même difficile à contrer malgré tout. Donc franchement, là, c'est une fille à connaître, Arich Burgonio de Concordia, qui, franchement, fait des bonnes choses. Puis du côté de Bishops, oui, il y a Mike Siciliano. Par contre, il y a
sa comparse, même compatriote. Les deux viennent de l'Argentine. Avec Siciliano, il y a Victoria Gauda qui est là habituellement et qui n'est pas là en début de saison. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut faire mal à Bishops en début d'année, cette absence-là de Victoria, malgré le fait qu'on a des Jael Kabunda, des Jennifer Louis, il y a des bonnes joueuses. Là c'est pas ça l'histoire. Mais ça repose beaucoup sur Amaikun Siciliano, j'ai l'impression. Et dans le deuxième match, justement, c'est Bourgogneau qui a eu le dessus sur Siciliano. Oui, définitivement. Amaikun a notamment avec 15 points. Je pense que défensivement, les Stingers ont fait un bon travail sur elle. Puis en parlant de Harry, je l'ai eu en entrevue, c'est une fille de quand même assez peu de mots, mais elle dégage vraiment un calme. Puis je pense que ce calme-là est contagieux, puis ça se reflète aussi de son style de jeu. Tu l'as dit qu'elle va attaquer le panier. Ce match-là entre les Bishops, les Stingers, ils ont fini avec 29 tentatives au panier de lancer franc. Puis ils en ont réussi 21. Puis ça, pour moi, ça fait la différence complètement. Ils ont terminé avec 72%, mais c'est le volume. Ça montre à quel point ils ont été agressives tout au long du match. Puis en comparaison, Bishops ont terminé avec 12 tentatives, 8 lancers réussis, 66%. C'est bon, mais c'est pas le même volume. Puis quand tu es capable d'aller chercher, attaquer comme ça au panier, créer des opportunités comme ça, c'est ça qui fait la différence. Fait que pour moi, c'est ça qui a expliqué le résultat de ce match-là. Donc, c'est intéressant de regarder ça parce que Bishops, qui avait une fiche immaculée avant les fêtes, se retrouve avec 2 défaites à ses 3 premiers matchs au retour des fêtes. Fait que ça va être intéressant de voir là, comment on va... tous des matchs serrés en plus. Donc, comment on va se replacer à quelque part. Là. Il y a peut-être des ajustements à faire. Là, je mentionnais l'absence de Victoria Gauda. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est son absence à elle, mais il y a lieu de remarquer qu'effectivement, là, on perd 2 matchs sur 3 depuis le retour des fêtes et elle n'est pas là. On va aller voir du côté de McGill et Laval. Laval, franchement, si Bishops a des difficultés en début, ben là, Laval, très solide. Très solide. Malgré tout, Laval a échappé le premier match contre McGill, 55-54. Oui, totalement. Puis pour moi, ce qui explique ça, c'est vraiment du côté de McGill, vraiment un beau travail défensif. Ils sont restés assidus tout au long du match. En début de match, ils ont forcé Laval à prendre des tirs difficiles. Ils ont juste été... McGill, qu'est-ce qui est bien, cette équipe-là? Ils sont capables, en tout cas défensivement, d'être assez constants tout au long d'un match. Moi, je pense que la question pour cette équipe de McGill, c'est vraiment qui peut aller chercher 20 points. C'est quelle joueuse, c'est quoi la combinaison de joueuses qui va chercher plus de 20 points dans un match? C'est ça qui fait la différence parce que ce match-ci, c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Elles ont bien exécuté, assidus, disciplinées défensivement, constant. Laval, elles n'étaient pas dans leur match, puis c'est ça qui a permis à McGill de remporter ce match-là. Mais à l'inverse, quand ça a été le match McGill à Laval, ben là, ça a été tout l'inverse. Puis là, c'était vraiment, en anglais, ils appellent ça un shootout. Laval, ils étaient en feu. Tu avais Léa Sophie Verret, 23 points. Tu as Audrey Belland, 15 points. Aux 3 points, ça rentre. Fait quand tu es dans des situations comme ça où tu as un adversaire qui, offensivement, sont chauds, en tout cas, il faut que tu sois capable de rivaliser. Puis je pense que du côté de McGill, ils n'ont pas été capables de confronter offensivement Laval. Pour moi, ça a été ça la différence dans ce match-là. Mais je pense que tu as un bon point. C'est ça le McGill. Hein? Une équipe défensivement qui trouve le moyen qui est capable de bien faire les choses, mais offensivement, il n'y a rien malheureusement, il n'y a rien qui est produit avec régularité. Puis c'est une équipe qui a de la misère à faire 50 points par match depuis le début de l'année. Donc, à un moment donné aussi, c'est ça. Tu as beau faire du travail efficace défensivement jusqu'à un certain point. À un moment donné, tu te dois de marquer avec plus de régularité. Fait que c'est clairement l'enjeu. C'est ce qui fait que McGill finit 2-8 depuis le début de l'année en bas de classement. Ça va être la bataille avec Concordia qui va finir 4e pour avoir le dernier spot en éliminatoire entre ces deux équipes-là. Ouais. Côté masculin, évidemment, oui. On avait les mêmes affrontements. Donc, encore une fois, Bishops et Concordia. Et là, Bishops qui est allé chercher 2 matchs contre Concordia. Puis Concordia, on le mentionne, est parti fort au début de l'année, mais là, Concordia n'arrive plus à gagner.
Et puis, c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, le premier match entre les deux équipes jeudi, c'est allé en double ou triple prolongation. 98-94 pour Bishops, qui a également remporté le deuxième match à 86-77. Oui, pour moi, ce match-là, déjà pour avoir été en personne, l'ambiance était folle. Comme faudrait, c'était un des matchs de basketball les plus longs, mais en même temps, c'est quand même passé assez vite parce que l'intensité, les spectateurs à Concordia étaient vraiment genre, il y avait du bruit, il y avait beaucoup d'intensité. Fait que, déjà, chapeau aux joueurs des deux équipes pour avoir joué dans ces circonstances-là aussi longtemps. Puis pour en revenir au match, je pense que ça a été vraiment un match au basket serré. Ça répondait des deux côtés. Offensivement, pour moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est du côté de Bishops, Charles Robert. Ben oui. Vraiment sa dominance avec 36 points, 15 rebonds. Bishops, pour moi, dans ces deux matchs entre Concordia et Bishops, pour moi, ça s'est joué à peu de choses, mais s'il y avait une affaire qui a fait la différence pour ces deux matchs-là, c'est la guerre des rebonds. Quand tu regardes, quand tu as un gars comme Charles Robert qui va aller chercher 15 rebonds, quand tu as un gars comme Étienne Gagnon qui va aller chercher 14 rebonds, tu termines avec 52 rebonds total, tu compares aux Stingers, ils ont terminé avec 40 rebonds. C'est bon, c'est solide, mais avec Bishop, c'est une équipe avec des gars qui sont assez grands. Quand tu es capable de chercher cette dizaine de rebonds-là en fin de match, puis te créer des opportunités dans des rebonds offensifs ou même défensifs, c'est là que tu as des meilleures possessions, tu es en meilleure situation, puis c'est là que tu peux te chercher des trucs plus faciles. Fait que pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Puis ça a été la différence dans les deux matchs, en fait. Là, ouais, je pense que c'est à peu près la même chose au niveau des rebonds. Là, exactement. 52-40 à peu près dans les deux, les deux matchs. Exactement. Puis du côté de Concordia, je pense que les fins de match au lancer franc, l'assiduité n'était pas là. Surtout dans le match de jeudi où c'était quand tu compares les statistiques au lancer franc de Bishops et les statistiques au lancer franc de Concordia à la fin du match, c'est ça qui a fait aussi une différence. Fait que c'est deux équipes pour moi qui sont très comparables, mais je pense que pour ces deux matchs-là, Bishops, ils ont mieux exécuté sur deux phases qui sont assez. Tu sais, quand tu regardes les lancers francs puis quand tu regardes les rebonds, je trouve que c'est des phases qui sont un peu sous-cotées du basket, mais pour moi, dans ces matchs-là, c'est ça qui a fait la différence. Fait que c'est comme ça que je vois les choses. On parle de Charles Robert, mais il y a Étienne Gagnon aussi qui a été excellent, oui. excellent au niveau des rebonds. Fait qu'effectivement, ça fait une différence. Puis dans le deuxième match, quand Alec Faneuf, Tyrell Williams n'arrivent pas à faire plus de 10 points, les deux, bien évidemment qu'à un moment donné, là, tu te mets à contrer les deux meilleurs joueurs offensifs, si on veut, les deux producteurs offensifs de Concordia. Fait qu'à ce moment-là, évidemment, tes chances de gagner sont meilleures. Exactement. McGill Laval. Oui. Là, évidemment, McGill a de la difficulté, là, on va le dire comme ça, cette année, malgré le fait qu'ils ont un excellent Sam Jenkins puis Eris Elizovic. Mais Laval est sur une solide lancée. Grosse équipe. Donc, Laval, 2 victoires, 81-70, 88-74 en fait. Ça. Ouais, pour moi, la grosse différence, tu sais, assez. La différence dans ce match-là, pour moi, ça a été l'agressivité offensive de Laval. Tu sais, ils ont terminé, encore une fois, c'est un match 29 tentatives au lancer franc. Tu sais, pour moi, ça dit tout. Genre, à quel point ils ont attaqué puis ils ont réussi à pénétrer dans la défense de McGill puis de se créer des opportunités. Puis quand tu as un gars comme Sidney Lacombe, c'est un excellent scoreur, mais pour moi, ce qui m'impressionne le plus avec son jeu, c'est sa capacité à pénétrer, puis après ça, prendre une décision, puis réussir à trouver le gars ouvert. Puis quand tu es capable, tu as un gars qui peut faire ça, ça rend les choses plus faciles, puis ça crée des opportunités pour un gars comme Saïdou Sall à prendre des tirs aux 3 points. Il a terminé avec 6 tentatives, 4 réussies. Quand tu as un joueur comme Sidney Lacombe qui peut créer des opportunités pour les autres, ça rend ton jeu plus facile, puis ça permet d'être plus fluide offensivement puis d'être plus constant au travers de 4 quarts. Fait que pour moi, c'est ça qui a fait la différence dans ces deux matchs. Du côté de McGill, je pense que offensivement, ils sont assez constants. Avec Samuel Chaput notamment, ils sont capables de chercher des points, mais je pense que défensivement, je pense que c'est juste une question d'endurance puis d'être capable au premier quart, de un peu résister à qu'est-ce que Laval fait offensivement. Parce que Laval, sur leur départ au premier quart, c'est ça qui est impressionnant. Ils vont chercher, ils attaquent. Au premier match, le match de jeudi, à la fin du premier quart, oui, ils étaient en déficit,
Mais leur agressivité, leur physicalité, elle était là. Puis c'est ça qu'ils ont continué, puis ils ont fini par exploser au troisième quart avec, c'est un avantage 30 points Laval, 13 points McGill. Fait que pour moi, cette constance-là offensive de Laval, c'est ça qui fait la différence. Non, exact. Puis, tu sais, Laval, dans ce premier match-là, a quand même réussi en deuxième demi à tirer à 55 %. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu établis un rythme qui devient difficile à suivre aussi. Puis tu l'as dit, tu sais, Sidney Tremblay-Lacombe, en tout cas, à mon avis, cette année, probablement le joueur par excellence jusqu'à maintenant. Du moins, c'est le gars qu'on sent le plus en contrôle d'un match à chaque fois. Et Seydou Sall en a profité. Regarde, dans le deuxième match, c'est 28 points que Sall est allé chercher. Un gars qui, tranquillement, pas vite, prend de plus en plus de place dans l'attaque de Laval. Un ancien de Vanier, si ma mémoire est bonne. Donc, je trouve que Laval commence à être une... En fait, j'utilise le mot commence, mais en fait, Laval s'impose comme une équipe vraiment solide, mais complète. Tu sais, tu as Sall, mais tu sais, tu as Savard qui est là. Oui, Ismaël Diouf. Tu as Steve Joseph qui est là. Tu sais, tu as quand même une capacité à plein de niveaux aussi de marquer, de faire ton travail de manière constante. Ça devient difficile de suivre le rythme de Laval. En tout cas, on s'en rend compte plus la saison avance. Oui, mais tu sais, pour moi, Laval, leur assiduité aux 3 points est impressionnante. T'sais, ils ont terminé leur match avec McGill, en tout cas à Laval, et ils l'ont terminé avec 15 3 points réussis en 24 tentatives. Ça, c'est 62,5 %. C'est pas souvent que tu vois ça, mais ils sont capables d'atteindre ce niveau d'efficacité-là de façon constante de match en match. Fait que, puis pour moi, tout part de Sidney Lacombe. Oui, il fait beaucoup de points, mais justement, le fait qu'il fasse beaucoup de points, puis comme je l'ai dit, son agressivité est contagieuse. Fait que ça crée des opportunités beaucoup plus faciles quand tu as un joueur comme ça qui peut dominer individuellement, que tu n'as pas besoin de créer des jeux ou de créer des astuces dans le système pour les rendre les choses plus faciles. Tu peux juste le laisser jouer au basketball puis il va faire ses affaires. Mais au basketball, quand tu as un gars comme ça, c'est tellement plus facile parce qu'après ça, ça crée des opportunités pour tes autres joueurs. Fait que, honnêtement, chapeau Laval, c'est vraiment, ils jouent du basketball très complet, comme tu l'as dit. Ils sont beaux 3 points, ils sont bons sur la ligne des lancers francs, ils sont agressifs, puis défensivement, ils sont assidus. Fait que, honnêtement, ça va être une équipe très intéressante à suivre. Comme je l'ai dit, moi, j'ai vraiment hâte de les voir jouer contre UQAM. Ah ben oui, là, c'est là. Parce que Laval, tu sais, vite comme ça, en début d'année 2023, c'est déjà 5 victoires consécutives. Ils étaient 2-4 avant la pause. Ils sont maintenant 7-4, sont installés en deuxième position du classement. Et tu l'as dit, la confrontation contre l'UQAM, on l'attend, c'est le 2 février qu'on va avoir, on va avoir le prochain match entre les deux équipes. Donc, je pense que c'est là qu'on va voir où Laval se situe. Est-ce qu'ils sont seulement sur une belle lancée puis ils profitent de je ne sais quoi qui fait qu'en ce moment, tout fonctionne pour eux, ou si c'est franchement vraiment l'équipe du moment puis l'équipe qui va être à battre d'ici la fin, parce que, écoute, moi, c'est pas juste des victoires, c'est la façon dont tu le gagnes, et tu l'as dit, Sidney Tremblay-Lacombe qui est vraiment dans une zone en ce moment. Il est dominant, il contrôle le jeu, puis ça va être le travail à faire. Là, c'est comment stopper Sidney Tremblay-Lacombe d'ici la fin de la saison pour les équipes qui vont les affronter. Je pense que cette semaine, Laval, ils vont à Bishops jouer là-bas. Je pense que ça va être un très beau test vu par comment Bishops ont performé la semaine dernière. Je pense que ça va être très intéressant. Je pense qu'à date, c'est deux équipes qui se matchent bien. Fait que ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça va jouer, encore une fois, de la même façon que les Stingers et les Gators, ça se joue à la guerre des rebonds. Je pense aussi que ça va être impactant parce que Bishop, c'est des gars très grands, athlétiques. Oui. Ils ont une formule, ils sont assidus. Fait que est-ce que Laval, leur assiduité aux 3 points, leur agressivité pour aller chercher des paniers, parce que du côté de Bishops, ils ne vont pas nécessairement chercher tant de lancers francs que ça. C'est juste qu'ils sont efficaces. Fait que moi, ça va être ça la question. Est-ce que Bishops peut confronter, matcher le niveau d'agressivité de Laval offensivement? Puis est-ce que Laval, eux, de leur côté, défensivement, peuvent être assidus, puis aussi aller chercher les rebonds, faire les petites choses qui vont garder ça proche? Fait que ça va être intéressant ensuite. Je pense que ça va être un très, très beau test cette semaine pour eux.
Ah, effectivement, puis je pense qu'entre le X Savard et Charles Robert, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant en dessous des paniers là, entre ces deux équipes-là. Puis cette semaine, en plus, du côté de l'UQAM, ça va être l'UQAM contre Concordia. Est-ce que Concordia peut mettre fin à sa descente, si on veut, avec ses défaites, en affrontant l'UQAM à 2 reprises, en fait, en fin de semaine. Donc, un gros test pour Concordia pour se replacer. Puis, évidemment, l'UQAM a besoin de prendre son air d'aller et de s'assurer d'être sharp au moment où ils vont affronter Laval. Donc, effectivement, on a encore du très bon basket à suivre cette semaine. Ça va être intéressant. Merci, Jason, pour ce compte-rendu. Ça a été excellent. Puis, encore une fois, continuez de suivre Jason. Puis, j'invite les gens à lire ses comptes-rendus en plus sur bulletinsportif.ca. Donc, voilà. Fait que merci à toi. On continue de regarder ça. Puis, on continue de jeter un œil aussi du côté du basket collégial. On va en reparler. Je vous invite aussi à lire l'article qui est paru sur bulletinsportif.ca à propos des Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert du côté féminin. 11-0 depuis le début de la saison. Fait que vous irez lire ça. J'ai eu la chance de jaser avec le coach Georges Germanos. Merci. Hey, merci Phil. Prochain compte rendu, il va être cette semaine. Je vais aller à l'UQAM pour voir les matchs des équipes masculines et féminines à l'UQAM en Concordia. Avec Concordia, fait que ça va être vraiment intéressant. Fait que suivez ça, puis très hâte de vous voir. Excellent. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Salut. Alors, segment hockey cette semaine. J'ai la chance de vous présenter un chroniqueur qui va être avec nous une fois 2 semaines environ, Denzel Carigueya. Denzel, salut. Bonjour Philippe. Denzel, tu vas couvrir, en fait, tu as commencé à le faire avec des articles sur bulletinsportif.ca et tu vas continuer de le faire, couvrir le hockey collégial masculin au Québec. Il y a beaucoup d'actions de ce côté-là. On a 13 équipes en Division 1. Il y a toujours plein de matchs, puis il y a toujours en masse d'actions. C'est une ligue qui passe sous silence un peu parce qu'on parle beaucoup de hockey junior, évidemment de professionnel. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais même au niveau mineur, oui, on parle de junior, mais c'est des gars d'âge junior. C'est des gars qui continuent leurs études en étant au cégep. Et d'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui vont faire des stages juniors majeurs qui sont rappelés une fois de temps en temps dans le junior majeur. Fait que c'est une belle ligue à couvrir. Et toi, tu t'en fais une spécialité de connaître ces équipes-là. Fait que, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce qu'il y a à voir? Puis je pense que tu veux nous entretenir sur les enjeux à surveiller d'ici la fin de la saison. Exactement, Philippe. Il y a plusieurs enjeux cette saison dans le circuit collégial Division 1, notamment pour l'obtention du championnat de la saison régulière. On a une lutte très serrée en 3 formations de premier plan. On le sait, les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville qui sont premiers au classement avec 41 points en 27 parties. Cependant, les Filons du Cégep de Thetford qui les suivent de très près à seulement 2 points avec 2 matchs en main sur eux. Donc, on devrait assister à une lutte assez serrée. Et ensuite, on a les Janois du Collège d'Allemand qui sont très près, eux aussi, à seulement 3 points. Et eux aussi, 2 matchs en main sur la formation sherbrookoise. Donc, une lutte qui devrait se terminer dans le dernier droit de la saison avec des places à gagner lors du dernier week-end d'activité. Et lorsqu'on regarde le tout, c'est plusieurs luttes qui devraient avoir lieu pour le dernier droit de la saison. Champlain-Lennoxville était parti en feu leurs 10 premiers matchs, 9-0-1. Ont eu une baisse de régime d'une section d'une dizaine de matchs, je dirais, oui, une dizaine de matchs, 4 victoires, 6 défaites. Et là, ils ont 7 victoires consécutives. Est-ce qu'on sait pourquoi au milieu, il y a eu cette baisse-là? Est-ce que c'est une baisse normale? Les vrais Cougars, est-ce que c'est l'équipe qui gagne systématiquement ou c'est juste parce que là, ils sont sur une bonne lancée? À quoi il faut s'attendre d'ici à la fin de l'année? Est-ce que ça va être une équipe rouleau compresseur? Je pense qu'on a enclenché l'accélérateur du côté de la formation des Cougars. Malheureusement, c'est vraiment un passage à vide qui a permis à d'autres formations de les dépasser, comme les Janois qui ont connu un très bon début de saison pour eux aussi. Mais en ce moment, on l'a vu, les Janois qui ont eu une petite baisse de régime avant de partir pour la pause de Noël. Phil, on avait une formation des Janois qui avaient remporté 16 de leurs 17 premières parties et on a eu une séquence de 5 défaites en 6 parties. Et malheureusement pour eux, ils se sont vus rattraper par les Cougars qui ont pu enclencher l'accélérateur et qui ont continué à gagner des points.
Et quand on regarde les Filons qui, eux aussi, sont impliqués dans cette chaude lutte, les Filons qui sont probablement l'équipe qui a été la plus constante dans leur processus, on a pu gagner plusieurs matchs consécutifs, en perdre quelques-uns sur le chemin. Mais les Filons, c'est selon moi l'équipe la plus constante qu'on a vue dans le circuit jusqu'à présent. Intéressant. Puis Alma est fort probablement, même probablement, assurément, l'équipe défensive par excellence, alors que Lennoxville est vraiment là, une puissance en attaque avec les Patriotes de Saint-Laurent. Puis ça, je pense qu'on va en parler dans ceux qui vont se battre pour probablement une possibilité d'avoir un break, si on veut, en première ronde des éliminatoires. Exactement, avec le nouveau format des séries cette saison, c'est les 4 premières formations qui auront droit à un laissez-passer pour les 8e de finale. On parle ici en ce moment des Cougars du Collège de Champlain-Lennoxville, des Filons du Cégep de Thetford, les Janois du Collège d'Allemand, et en ce moment, on a les Nordiques du Collège Lionel Groulx qui occupent cette 4e position avec 35 points. Les Nordiques qui sont allés récolter la 150e victoire de l'entraîneur-chef Charles Dupéry ce week-end, bel accomplissement pour celui-ci. Et on assiste aussi là à une chaude lutte. C'est 4 formations qui sont impliquées pour ce 4e rang. Saint-Lawrence à 33 points, Saint-Laurent à 32 et la Flèche à 31. Entre les positions 4 et 7, c'est 4 points qui séparent ces 4 formations. Et les Lions, les Patriotes et les Dragons qui ont des matchs en main sur les Nordiques. Exact, puis particulièrement les Patriotes qui ont seulement 26 matchs alors que les Nordiques en ont 30. En fait, Nordiques sont l'équipe qui ont joué le plus de matchs depuis le début de l'année. D'après toi, parmi ces 4 équipes-là, c'est laquelle qui est la plus, disons, susceptible là, d'aller chercher ce 4e rang-là si important pour avoir une pause? Selon moi, c'est les Patriotes de Saint-Laurent. C'est un des effectifs les plus talentueux, notamment à l'attaque. On a Carl-Anthony Massé, Antoine Gagnon et l'ajout de Lombardo qui revient après un passage dans la CCHL. Je pense que les Patriotes vont pouvoir surfer sur ce vent de renouveau qui arrive, un ancien qui avait produit énormément de points l'an passé, Phil. Et pour les Patriotes, on a beaucoup de talent en défensive, beaucoup de talent devant les buts, malgré la perte de Laurent à la défensive pour l'Océanique de Rimouski. Je pense qu'on a un effectif qui pourrait faire des dommages et aller récolter cette 4e position. Et quand on regarde le classement, quand on regarde le pourcentage de victoires gagnées, les Patriotes qui sont en avant sur ces 4 formations. Exact. Puis tu t'en parlais aussi. Ils ont F. Gascon dans les buts qui est extraordinaire cette saison. Extraordinaire début de saison pour F. Gascon. C'est elle qui mène le circuit avec le nombre de victoires, avec le pourcentage d'efficacité aussi. Gascon qui est probablement l'une des meilleures gardiennes du circuit à l'instant. Absolument, absolument. Et là, évidemment, le top 8, dans le fond, tu voulais aller chercher les 4 autres équipes, le top 8. Pourquoi le top 8, en réalité, qu'est-ce qui est avantageux là-dedans là, pour ces équipes-là? En réalité, c'est leur position pour les séries, évidemment. Oui, l'avantage de la glace va être vraiment important pour conclure les séries. En ce moment, on a le boomerang du cégep André Laurando qui est en 8e position. Donc, cette 8e position, on vous l'a mentionné, qui donne accès à l'avantage de la glace. C'est vraiment important quand on regarde une formation comme les Griffons du cégep de l'Outaouais qui, l'an passé, ont perdu seulement un match à domicile. Les matchs à domicile sont très importants pour connaître du succès durant le printemps. Et alors qu'on se parle, on a Sorel tracé en 9e position, l'Outaouais en 10e et Sainte-Foy en 11e position. Les Dynamiques qui sont probablement l'une des équipes de l'or dans le circuit. Lorsqu'on regarde leur fiche, avant la pause, c'était 7 victoires seulement. Mais en revenant, on est invaincu en 2023. 5 victoires de suite pour la formation de Philippe Tremblay. C'est vraiment tout qu'un accomplissement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Sainte-Foy? Et on voit que le processus, ça donne quelque chose. Et Saint-Hyacinthe qui est 12e. Et en conclusion de tableau, on a l'Abitibi-Témiscamingue qui, malheureusement, n'est pas encore mathématiquement éliminé pour les séries. Mais il faudrait assister à quelque chose d'extraordinaire pour qu'on revienne dans le tableau. Oui, avec seulement 7 points en 27 matchs, alors que Saint-Hyacinthe, qui est 12e actuellement, en a 22 en 26 matchs. Effectivement, ça prendrait un revirement de situation assez spectaculaire. Merci. Tu parlais de l'Outaouais, tu es un gars de l'Outaouais, donc tu connais bien l'équipe des Griffons qui ont gagné le championnat de façon assez surprenante l'année passée, on va se le dire, parce qu'ils n'étaient pas dans les 2-3 premières équipes au classement, mais ont connu des éliminatoires extraordinaires, ont réussi à passer à travers tout le monde. Est-ce que l'Outaouais est outillé cette année pour, justement, encore une fois, peut-être créer une surprise de ce niveau-là,
ou ils ont perdu trop de joueurs? Comment on voit les Griffons? Et on peut certainement espérer, du côté des Griffons, connaître autant de succès qu'on a connu l'an passé. On a perdu quand même des joueurs assez importants lorsqu'on pense à Marc-Olivier Racine-Roy, un des joueurs les plus importants en attaque, Timothy Cousineau, qui était le défenseur numéro 1 de cette formation, et devant les buts, l'excellent Rémi Leblanc, qui avait passé à travers toutes les formations. 3 joueurs clés qui ont quitté, mais on a encore un effectif qui est assez expérimenté. En Outaouais, on a la chance d'avoir des joueurs qui proviennent du même programme en majorité, celui de l'Intrépide de Gatineau dans le M18 3A et dans le circuit M18 Division 1. Donc, c'est un groupe qui se connaît. On a eu quelques déboires en début de saison, mais le tout semble se replacer avec 3 victoires à leurs 4 derniers matchs en 2023. Et on a un groupe qui pourrait surprendre avec des Jacob Charon, des Mathis Paris qui connaissent des bonnes saisons à l'attaque. Et en défensive, on connaît cette paire, Kimmerly et Renaud Viau, des défenseurs de premier plan dans le circuit. Excellent. Fait que ça va être intéressant de suivre tout ça, cette bataille-là, parce qu'effectivement, comme tu le dis, là, il y a 12 des 13 équipes qui sont qualifiées en éliminatoire, mais il y a quand même des avantages à aller chercher ici et là, d'ici à la fin du calendrier. Évidemment, on connaît le positionnement, à quel point c'est important au classement, ne serait-ce que pour accueillir au moins l'avantage de la glace d'une part, et évidemment essayer d'avoir un adversaire peut-être un peu moins bien coté pour commencer. Donc, ça, c'est évidemment les avantages qu'il y a à aller chercher. Mais quand même, comme on l'a mentionné, il y a quelques équipes ici et là. Tu parlais de Sainte-Foy. Je pense que Sainte-Foy, c'est le genre d'équipe qui, on va regarder le classement à la fin de l'année, puis probablement qu'ils ne seront pas dans le top. Mais on le sait que c'est une équipe que l'équipe de première ronde qui va les affronter, qui va les avoir en première ronde, sera peut-être pas contente là, si on tombe sur une équipe qui a très bien fini la saison. Non, c'est ça, les dynamiques qui sont très sous-estimées. Quand on regarde leur alignement, on voit peut-être un effectif qui est un peu plus faible, mais sur la glace, on a eu des résultats pour l'instant. Je pense notamment au capitaine Samuel Morin qui mène les siens avec 6 buts à ses 6 derniers matchs, des vétérans comme Tristan Dussault et des recrues comme Soren Ibachoboye qui travaillent très fort et qui vont récolter des points importants pour leur formation. On a vu une progression fulgurante après un début de saison assez compliqué, nouvel entraîneur-chef pour les dynamiques. Et on semble avoir trouvé les clés pour conclure le calendrier. Excellent, excellent. Ça va être intéressant de suivre. Et côté individuel, tu en as parlé tantôt, Carl-Anthony Massé, Antoine Gagnon, qui sont avec Saint-Laurent, qui sont les 2 premiers au classement des pointeurs. Alex-Antoine Yargeau à Lennoxville, toujours un excellent joueur. Qui sont les joueurs, évidemment, il y a ces 3-là dont peut-être tu veux me parler, mais qui sont les joueurs qui sont vraiment à surveiller, qui risquent d'avoir un impact justement sur les résultats de leur équipe? Oui, c'est ça. Quand on s'est quitté pour la pause des fêtes, c'est toujours les 3 mêmes joueurs qui sont les meneurs au classement des points. On parle de Massé, Gagnon et Yargeau. Mais en ce moment, je surveille Jérémy Thériault, l'attaquant des Nordiques du collège Lionel Groux, qui cesse de m'impressionner. Lui qui a déjà récolté 18 points, Philippe, à ses 8 dernières rencontres. C'est incroyable qu'est-ce que l'ancien des Coyotes de Saint-Gabriel dans le M18D1 est en train de faire. Il n'a pas été blanchi depuis le 2 décembre. Et quand on regarde sa saison l'an passé, c'était seulement 9 points en 33 rencontres. Maintenant, il est rendu à 35 points en 29 parties. À chacun de ces 8 matchs-là, il a marqué. C'est vraiment un joueur qui est en feu dans le circuit. Puis il y a son coéquipier Gabriel Théoret qui en profite aussi. Effectivement, les deux ensemble sont des machines à produire des points dernièrement. Tu as bien raison. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs là, qui font l'objet de ton, disons, de ton spotlight à toi qui attire ton attention? On en avait parlé un peu durant le match opposant les Janois et les Dragons, mais Félix Demers, le capitaine des Dragons, qui connaît lui aussi une très belle séquence avec 13 points à ses 7 dernières rencontres. Lui aussi, il est sur une série de 7 matchs sans avoir été blanchi. Par la suite, on a Mathis Dufour des Filons du Cégep de Thetford. C'est 14 points à ses 6 derniers matchs. Il totalise déjà 37 points à ses 25 premières rencontres. J'en ai parlé un peu plus tôt, Samuel Morin des Dynamiques, qui est certainement une des raisons pourquoi les Dynamiques connaissent beaucoup de succès en ce moment. C'est 6 buts à ses 6 derniers matchs. Devant le filet, Eve Gascon, on l'a abordé un peu plus tôt, la gardienne des Patriotes qui a le plus de victoires en 15 sorties. C'est 11 victoires en 15 matchs, moyenne d'efficacité de 930. C'est le plus haut total dans le circuit et une moyenne de buts alloués de 2,15. L'autre porcile que je surveille, c'est Elliott Séguin-Lescarbot. Lui aussi, un joueur des Nordiques du collège Lionel Groux, un ancien des Vikings de Saint-Eustache, un gardien assez imposant, doté d'un très bon gabarit, qui bloque énormément d'espace devant sa cage. Lui, c'est le 2e gardien avec le plus de victoires en temps réglementaire,
et c'était l'athlète défensif du mois dans le RSEQ du mois de décembre. Lui aussi, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. C'est le gardien qui a été le plus utilisé depuis le début de la saison. Donc, individuellement, il y a des joueurs chez les Nordiques qui attirent beaucoup ton attention. Visiblement, c'est une équipe qui va être à vraiment regarder aller. On l'a mentionné tantôt, sont actuellement 4e au classement, mais avec des matchs de plus de disputés. Donc, ça va être de voir si leurs meilleurs joueurs sont capables de conserver un rythme de croisière aussi important que celui-là d'ici la fin pour continuer de tirer les Nordiques vers le haut. Exactement, c'est un effectif très talentueux. On a beaucoup de joueurs qui produisent. C'est probablement l'équipe la plus balancée du circuit. Je l'avais mentionné dans mon état des forces, dans mon tour d'horizon, un peu plus tôt. J'ai eu la chance de les voir lorsqu'ils affrontaient les Griffons du Cégep de l'Outaouais. Match qui s'est terminé 8-7. Les Griffons qui avaient pris les devants 3-0, 4-1. Oui. Du côté des Nordiques, on est venu recoller 4-4. Et par la suite, l'Outaouais qui pensait s'envoler vers une victoire facile, c'est 8-4. On est revenu au score faire 8-7 pour la formation de Charles Dupéry. Mais c'est vraiment une formation qui a connu des matchs incroyables depuis le début de la saison. Matchs assez élevés. On a seulement été en mesure d'aller chercher une victoire face aux Gaillards en 2023. Mais on est impliqué avec des individualités qui font la différence. Et ça vient de partout. On a un bon premier trio, un bon deuxième, un bon troisième, des bonnes paires défensives et des bons gardiens. Excellent. Ben, écoute, je pense qu'on a un solide tour d'horizon, puis on a des noms à surveiller. Comme je le disais au début, Denzel, tu viens d'y faire référence, là, ton tour de ce qui s'était passé avant les fêtes. Donc, pendant les fêtes, tu as écrit ça. J'invite les gens à aller sur le site de bulletinsportif.ca. Allez voir ça, allez lire ça. Ça vous donne une très bonne idée par équipe. Qu'est-ce qui s'est passé en première moitié de saison? On vient de recommencer, ça fait grosso modo 2-3 semaines. Donc, évidemment, c'est encore d'actualité, même si, avec ce que tu nous as dit, on a vu qu'il y a certaines équipes qui déjà imposent certaines choses ou imposent un nouveau rythme là, au retour des fêtes. Ça va être à surveiller. Donc, là-dessus, je te remercie infiniment, Denzel. Ta collaboration est super appréciée. Je pense que les fans de hockey vont en avoir pour leur argent avec ce que tu vas apporter. Je suis très, très, très content de t'avoir avec nous. Fait qu'aux 2 semaines, environ, on va pouvoir se parler puis faire le tour de tout ça. Puis les gens vont avoir une couverture A1 des éliminatoires du hockey collégial, c'est sûr et certain. Exactement. Merci beaucoup, Phil, de l'opportunité. Très hâte de se reparler. Avec plaisir. À très bientôt. Très bientôt. Alors, on est rendu au segment du podcast de l'entrevue de la semaine et je suis extrêmement content d'accueillir avec nous la joueuse par excellence du basketball universitaire au cours des 2 dernières années, des Gators de Bishops, Amaiken Siciliano. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que je prononce bien ton nom, Amaiken? Amaiken. J'explique tout de suite aux gens. Je vais poser les questions en français. Amaiken va essayer de répondre en français. Sinon, ce sera en anglais. Pas de problème. Je pense que les gens, maintenant, parlent aussi bien les 2 langues. En espagnol, c'est moi qui vais avoir plus de misère, par contre. Je dois expliquer aux gens, tu viens d'Argentine. Qu'est-ce qui t'a amené, parce qu'on va parler un peu de toi avant de parler de ce qui se passe maintenant avec l'équipe, avec les Gators. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec, à Bishops pour jouer au basket? Qu'est-ce qui t'a fait partir d'Argentine pour venir ici? J'étais juste de venir jouer basket universitaire à Québec, à Canada ou les États-Unis. Since I was really, really young. And when I played in the national team, there was like multiple coaches that came to talk to me and all that from Canada and from Division I in the States. But from Argentina, you know, like it's a big step already to go away. So I came to do my visit at Bishops and I loved it. And I thought that it was really a big change. I only learned that universities are bigger than Bishops when I started my preseason and traveling away. But at first I thought I was like, wow, it's really, really big. Mais le campus, c'est un beau campus. Oui. C'est un nouveau campus. Oui. Donc,
Mais donc, tu as aimé Bishops, mais est-ce que tu avais visité d'autres universités au Canada ou aux États-Unis? Oui, j'ai visité l'université de New Hampshire aux États-Unis, division 1. And not really the other ones. I fell in love and I was like, okay, I want to come here. OK. So, yeah. Et tout de suite, dès que tu es arrivé ici, tu as pris contrôle de l'équipe à Bishops, tu as amené l'équipe de Bishops à un plus haut niveau. Tu as impressionné beaucoup de monde, puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir, parce que ça fait quelques années que j'écris des articles, puis je parle de toi, et enfin, on se parle. Qu'est-ce qui... parce que là, tu es arrivé ici, est-ce que le niveau de jeu ici, tu viens quand même, tu l'as dit, de l'équipe nationale là-bas, est-ce que le niveau de jeu, quand tu es arrivé ici, t'a impressionné? Comment tu as comparé le niveau de jeu avec ce que tu avais vécu en Argentine? Honnêtement, ouais, quand j'arrive ici à Canada, I was thinking I was not going to be able to play. Parce que Canada, in women, is like number 6 in the world, or number 4. So I was like, oh, wow, I'm not going to be able to play because Argentina is lower. Then I started preseason as a rookie, and I was doing really well, and I was like, maybe I can play. And then I was actually shocked when I realized my potential and everything I could do. I guess it was more like confidence than anything else. And no, the level is good. It's good. It's different. It's a different basketball, I would say. In Argentina, we have less possessions because it's more like plays, European-based kind of thing. And here's like more possession, like running. So it's different basketball. Et pour revenir, est-ce que tu as toujours joué au basketball ou tu as fait d'autres sports avant? My first sport actually was gymnastics. OK. Artistic gymnastics. Et j'imagine que ça t'a aidé à devenir l'excellente athlète que tu es aujourd'hui, le fait d'avoir fait de la gymnastique. I was really good, but I was little. I was like 5, 6, and then I went to basketball, and I was like, I want to play that. OK. Et t'es une joueuse très dynamique, mais tu n'es pas une grande joueuse en termes de grandeur, de taille. Donc, comment une joueuse, puis on en voit plusieurs là, à Concordia notamment, il y a la garde qui est là, mesure 5 pieds seulement, et on voit des joueuses très dynamiques comme toi arriver à faire leur place dans le basketball universitaire. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est difficile ou non, c'est une force à quelque part d'être plus petite pour certaines choses? No, of course it's difficile. You have to put extra work 24/7. You have the best defender on you all the time, and they try to put the most length, taller, longer, to see if they can stop you with that. How I get my advantages and my difference is working on my speeds, on my how do I say that? Stop and go, stuff like that. So I can beat them on the dribble, and also when you're little, to say it like that, you need to shoot and be able to score on the rim. You have to be able to score everywhere, because if not, they're gonna give you the three. If not, they're gonna give you the, oh, come to the rim, we're gonna block you, or stuff like that. Even though it's not like that, but I think, yeah, it is harder because you have to do everything all the time, and you have to prepare for that. When for other people, okay, when there's a stall, okay, we're gonna throw the ball under the rim and just score it like that. So yeah. Est-ce que justement, tu as plusieurs coéquipières assez grandes, ça te permet de pratiquer justement avec elles ça, mais en Argentine, est-ce que c'était la même chose dans le sens où
Est-ce que tu avais ces enjeux-là, puis tu as pratiqué avec beaucoup de filles très grandes aussi, puis ça t'a permis de développer ça? Yeah, no, exactly. I did it at home, and one thing that helped me a lot was to practice with men since I was 12, 11. I've always practiced with men because it's another dynamic. They're faster, they're stronger. They have just different qualities. So that helped me a lot when I have the transition to come back to women. I feel like I have an advantage because of what I practice with men. And even if they're not the best, they're already helping me a lot. Justement, pratiquer avec des hommes, c'est en Argentine, tu pratiquais avec eux. Comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que tu jouais à l'école ou tu jouais dans l'équipe avec ta ville ou dans des parcs? Comment tu as développé ça, justement? Dans l'Argentine, je jouais pas à l'école, je jouais dans un club. J'ai joué dans le club de ma ville. Pas de ma ville, près de ma ville. Il y a l'équipe de hommes. When I was younger too, when I switched clubs, there was another one that had men, and I just asked the coach, "Hey, can I come practice?" Parce que beaucoup de gens de l'équipe de hommes sont mes amis. OK. Je l'ai demandé à les coachs si je peux pratiquer un peu ici, un peu some days, and they say yes because I was always in the gym anyway, so they all knew me. So I would just go there or just on the weekends to practice and play one-on-ones. Even here at Bishops, I play basketball with my friends on the basketball team or that are like other sports like football that they know how to play basketball or stuff like that. I play with everybody. Donc tu es très passionné par le basket, c'est ta vie. et j'aime beaucoup de jouer contre les hommes parce que they don't want to lose against a woman. OK. Remarque que c'est moins pire quand tu sais que tu perds contre la meilleure joueuse, c'est moins pire. Je voulais amener, puis je voulais qu'on en parle, puis on va parler plus en détail, mais il y a une de tes compatriotes, Victoria Gauna, qui est venue au Québec, qui est venue. Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais déjà ou c'est comme ça que ça s'adonne que c'est une autre personne d'Argentine? J'ai connu Victoria parce qu'elle a partie de l'équipe de l'Argentine aussi, mais elle est 2 années jeune de moi. So we never share teams. We play against each other like once or twice. Okay. But I didn't know her until she came here. We only knew each other by name, to say it like that, until she came here. Mais donc, c'est pas toi qui l'as attiré à venir, c'est pas elle qui t'a contacté pour venir jouer à Bishops? It was one of our assistant coaches is not there anymore. He asked me, like this girl in the national team, do you know if she has offers from somewhere else, etc., etc. And I was like, I don't know, like I don't know her. Probably yes, because she's really good. And the other post, she was the first post, like starting post in the national team, and the other posts were already in the States or Canada. So I was like, probably yes. If the other ones that are behind yes have offers, then yes. But it works to try, right? And then I gave him her Facebook, I think, or something like that. Then he contacted her. Well, I got her number. Then he contacted her, and she was super interested. So it was good. Et elle joue très bien avec toi, donc ça va bien. Est-ce qu'elle est blessée actuellement? Parce que là, j'ai vu qu'elle n'avait pas joué les premiers matchs de 2023. Oui, elle ne joue pas les premiers matchs contre Laval et les 2 matchs contre Concordia, elle ne joue pas aussi. Et oui, elle est blessée, les abductors. Oui. Yeah, l'abductor. But she should be back in a few weeks, maybe 6 weeks. Yeah.
Et parlons-en justement, début d'année 2023, est-ce que son absence explique un peu les 2 défaites? Parce que je comprends, vous avez Jennifer Louis, Jaël Kabunda, toi évidemment, vous avez une bonne équipe, des bonnes joueuses. À quel point son absence a un impact sur vos résultats? Je pense que oui, mais aussi les autres postes que jouaient les 4, les positions 4, est aussi blessé, Kalina. Donc, on jouait avec Jael, avec Stupas, avec like fifth post. So we're kind of tight on that. We have to move Jennifer to the 4 or stuff like that. So they're kind of like short-handed now. So we have to move like stuff around. But je pense que it's on us. We need to come back to where we were playing before. Ben, c'est ça. Donc, il y a de l'ajustement, puis il faut se replacer. Est-ce que, parce que vous avez encore commencé la saison très bien, l'année passée, vous aviez fini 2e, vous n'avez pas réussi à aller en finale. L'autre année d'avant, avant COVID, même chose, vous aviez une bonne équipe, fini 2e, vous avez été éliminé en demi-finale. À quel point c'est dans votre tête de dire, OK, là, il faut faire le next step, il faut arriver à la finale. Est-ce que ça fait partie de votre préparation de penser à ça? Of course. Every day. Every day we're reminded of that. For everybody that like, oh, what happened last year, stuff like that. So it's something that we have in our head all the time. I hope it doesn't happen again this year. We'll have our good coaching staff that they're prepared and they get ready for stuff like that. Yeah, no, every day. Est-ce que ça vous met une pression de plus ou c'est vous qui mettez la pression? Est-ce que c'est les coachs? Est-ce que vous sentez une pression ou c'est un challenge plus qu'une pression? Je pense que for some players, challenge, for some players, a pressure. Okay. For me, it's a challenge because I want to win. I'm thankful that when I was younger, I had more pressure in finals, semifinals, so I had the experience already, but other girls didn't. I think it's just honestly going out and playing like it's the last day of everything. Not thinking that, okay, we finished first, so we should win anyway. We finished second, we should win anyway. No, it's just like, go like we're the underdogs and just play. Et là, en ce moment, l'équipe la plus hot, si on veut, c'est Laval. Et votre prochain match, c'est contre Laval. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Comment tu vois les matchs contre le Rouge et Or? Yeah, they're hot, but they look like it's McGill too, so... Non, c'est vrai, t'as raison. No, they're a really good team. They have a really, 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 really good coach also. Guillaume is really good. It's funny because he was the coach of our coach. Okay. So they kind of know what each other do. But yeah, no, we have to do our game plan. We have to play like we know it's at home. So that's better. Hopefully we'll have everybody back for this game. If possible, that will help a lot. Last game we lost by 1, playing really bad, and without 2 players. So, and like you said, Baker's really good for us. It's our starter, plays like 40 minutes a game. And even if she's not playing well, they already have to guard her anyway. Oui, c'est ça. So, I hope everybody's back, and if not, just compete hard and having the thing, okay, like they beat us last time, we'll have to beat them again and make sure to see who's the best one in the conference, you know. Et justement, est-ce que c'est votre plus grande rivalité, le Laval? Je pense que oui. Laval, c'est toujours bon toutes les années. Oui, c'est elles qui vous ont éliminé l'année dernière en plus, donc. Ouais.
Ouais. And they're always good, like I said. The players, the coach, they're always ready. They're a really good team. So yeah, I would say Laval. UConn is big too. But I think Laval plays better, honestly. Et c'est quoi la plus grande force des Gators de Bishops? Qu'est-ce qui va vous amener à gagner le championnat provincial cette année? Je pense que notre différence avec les autres équipes est que nous sommes bons avec dans toutes les positions. Like the starting five, it's amazing. I don't think any other team has two bigs other than UConn, but as soon as they're out, they don't have another big. We have 4 really, really, really good bigs. Our guards to have a long bench. So I think that's it. Like our bigs are amazing, and they all have to like guard them, so the guards are wide open. Donc, si tout le monde est en santé, vous avez la meilleure équipe. Of course, oui. Maintenant, I thought we were going to be first in Canada one time. Ben peut-être cette année, ça va être l'année. We're going down, I think, today. We'll see. Ouais, ben là, c'est sûr qu'avec les défaites, mais l'important, c'est pas le ranking de U-Sport, c'est le vrai championnat. Yeah. Je voulais savoir, est-ce que c'est ta dernière année à Bishops ou il te reste une autre année? C'est la dernière? J'ai une autre année, mais non. Tu vas pas la faire? Non, je ne vais pas. C'est ma dernière année. Je vais jouer professionnel en Europe. OK, c'était ça ma question. Est-ce que tu as déjà des discussions pour aller en Europe? Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller? Oui. Je n'ai pas une préférence dans le pays en Europe, honnêtement. Je pense que Italie, parce que j'ai un passeport italien que je suis travailler. Mais, yeah, no, I don't have a preference. I'm talking with agents now and clubs and people that I know. But, yeah, I hope I can make it work. Ben, je te le souhaite. Je pense que tu as assez de passion puis tu as assez de talent, assurément, pour continuer. Donc, c'est une belle occasion de continuer. Yeah. Et là, tu parles évidemment espagnol, tu parles anglais. Est-ce que le français, tu connaissais du français avant d'arriver ici? Non, je connais pas l'anglais avant d'arriver ici. Tu parlais même pas anglais avant d'arriver ici? Oh, wow, OK. Rien d'anglais. J'ai fait l'examen d'entrée à Bishop 5 fois et j'ai fait. Oh, oui? Yeah, donc, je suis arrivée ici 2 mois en advance to do an English intensive summer course because I was not getting any. So, wow, tu voulais venir au Canada ou aux États-Unis, mais tu savais que tu ne parlais pas anglais? Wow, c'est quand même impressionnant. Honnêtement, je donne mon cours d'anglais en Argentine. Je pense dans ma tête que je parle anglais. Mais quand j'arrive ici, I was like, no, that's not it. Et comment, parce que là, tu as pris un cours intensif, est-ce que c'était suffisant pour te faire coacher puis aller à l'école? Ouais. I did really well. I met with the students. I'm not gonna lie. I'm a bit of a nerd. So yeah, no. And quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai le droit de parler anglais parce que rien de personne parlait espagnol. Ici à Lennoxville, que c'est petite. Est-ce que tu savais qu'au Québec, en plus de l'anglais, il y avait le français ou tu ne savais pas avant d'arriver ici? Non. Tu ne savais pas? Ouais. Et là, tu vas à une école, tu vas à Bishops où ça se passe en anglais. Tu aurais pu décider de ne pas parler français, puis évidemment, tu comprends ce que je dis et tu parles suffisamment pour me répondre un peu. De où tu as appris ton français et pourquoi? Mes coéquipières, mes amis. Ouais. Après 10 ans, les premiers 10 ans, j'ai focus dans mon anglais parce que j'ai à l'école, you know.
mais je commence à comprendre un peu. Et après ma troisième année, j'ai pris français 1 à l'école et ma dernière année, ma troisième année, j'ai pris le français 2 et maintenant, je dois les certificats de français comme langue seconde. Wow, wow! Et là, donc, est-ce qu'il y a d'autres langues? Est-ce que tu connais d'autres langues en plus? Ou parce que si tu vas en Europe, il y a d'autres langues à apprendre. Mais non, unfortunately, ma famille ne parle pas italien avec moi quand j'ai bébé, mais je suis sure that I will learn it if I am there. J'ai parlé un petit de portugais, ça OK. je comprends, mais I lost it here because I didn't practice. Bien, évidemment, évidemment. If I read it, I will be able to, and Okay. if I'm focused, I would say a little bit, but I honestly lost it. Kind of mad. C'est normal. Est-ce que tu retournes en Argentine des fois ou tu es ici et tu es toujours ici? No, I go back every summer. Tu retournes à chaque été. Donc, Oui. donc ta famille t'attend l'été là-bas. Hein? Oui, I'm super family oriented. My family is always there. The first game that my mom missed to see it in person, it was when I came here. Like she traveled with me in my national team, travel in other countries, in other provinces. She always went. Et est-ce qu'ils sont venus ici à un moment donné voir un de tes matchs ou No. It's too expensive. Il faut qu'on ait un visa pour venir ici. Et les tickets pour venir ici, c'est like 1200. Ah, c'est ça. Les cheapest. Oui. It's expensive, and I have 3 little brothers that I love with all my heart. And if one comes, everybody comes. Donc, ça coûte That's encore the plus cher. problem. Oui. Prefer juste une personne dans ma famille. You have to be the 6. OK, excellent. Ben, So écoute, that's the problem. donc là, le prochain step, c'est d'aller en Europe. Fait que tu vas être encore loin de la famille, mais t'en as en Italie. Donc, ça va être une façon de compenser un peu. Oh, oui. Je pense que si nous avons les passeports d'Italie, they can come easier than here. Okay. And the language too. If I'm in Europe, I'm sure everybody will speak Spanish also. They don't speak English and French, so that's kind of harder to come here too. Non, je comprends. Oui, c'est sûr, ça aide pas. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite à American Siciliano pour le futur proche, puis le futur plus lointain? J'imagine un championnat pour commencer? Yes, we have to. Est-ce que le fait d'être MVP, c'est important pour toi? Est-ce que c'est un objectif que tu te donnes? Yes, of course. I always look for both. At first, no. Honestly, my second year when I went it the first time, I didn't even think about it. I was like, there's no way they're gonna give it to me. Then we have COVID. Then my third year, I came back and I was like, no way they're gonna give it to me my second time. Like, no, it's not gonna happen. And right now, I'm like, the third time, I don't think they're gonna give it to me. But at the same time, I'm like, I want it, and I wanted to go with my team. So no, if I'm somebody that is really, how do I say that? I put a lot of goals for myself, and I want both. Some people come to ask me, "Oh, Amma, but if you have to choose, what would you rather?" Of course, I'd rather the championship with my team if I have to choose, but I want both, and I can do both. C'est bon. Et en Europe, est-ce que tu vises, d'être en division 1, en division 2? Comment tu vois les choses pour ça? Mais je veux jouer la division 1 de... Si tu ask me, I want to play EuroLeague if I can in any country. I don't want, like, if I have the chance, my dream. And if not, I think the best division will be Division 1 in Spain.
And yeah, if not Division 1 and whatever I am, I want to play Division 1. Yeah. Good. Ben écoute, immense merci et surtout, bonne chance. J'espère pour toi que tu vas aller chercher enfin ce championnat que tu mérites avec ton équipe. C'est un plaisir de te regarder jouer dès que j'ai une chance. Sincèrement, merci d'être venu au Québec au Canada pour nous montrer ça. C'est vraiment un plaisir. Les gens qui nous écoutent, là, si vous n'avez jamais regardé un match de Bishops, dépêchez-vous, c'est sa dernière année, donc il faut en profiter. Et oui, en plus, c'est encore mieux, effectivement, c'est aller sur place. Puis vraiment, je te souhaite le meilleur des succès pour maintenant et on va suivre vers où tu vas aller en Europe. Tiens-nous au courant. Oh, merci beaucoup et merci pour l'invitation aussi. Merci beaucoup, salut. Salut. Et c'est ce qui met fin à cette 17e édition du podcast Bulletin sportif. Donc, évidemment, je termine comme d'habitude avec mes suggestions de matchs et d'événements à suivre pour la semaine. On vient de parler à Heineken Siciliano. Donc, évidemment, je vais commencer en vous parlant de basket universitaire. Laval à Bishops. Donc, on va avoir les femmes, mais également les hommes. Donc, programme double, Laval à Bishops. Ceux qui sont dans le coin de Sherbrooke, je vous invite fortement à aller faire un tour là-bas. Il y aura du gros basket. Basket, ça c'est universitaire, évidemment. Basket collégial au niveau féminin, Saint-Jean à Sainte-Foy. Un match important entre les équipes 2 et 3 au classement actuellement. Côté masculin, il y a Montmorency qui est en bataille pour une place en éliminatoire, donc ça va être très important. 2 matchs en fin de semaine chez les gars. Donc, Montmorency qui accueille Onsic vendredi. Onsic, évidemment, très grosse équipe, mais surtout une immense rivalité entre ces deux programmes-là. Et dimanche, Montmorency sera à Sainte-Foy. Et ça, c'est un adversaire direct pour la dernière place, donnant droit aux éliminatoires. Hockey collégial féminin, Champlain-Lennox contre John Abbott, donc toujours la rivalité entre Gabrielle Santerre et Émilie Lucier, évidemment entre ces deux équipes-là qui sont 1 et 3 au classement. Un match absolument à voir samedi. Côté masculin, on a Lionel Groux qui est en feu depuis le début de l'année 2023. Lionel Groux, 2 gros matchs contre Thetford et contre Alma, donc ce sera à surveiller absolument. En hockey universitaire féminin, il y a Ottawa, les GGs d'Ottawa qui, évidemment, sont au cœur de la lutte là, pour une bataille pour le meilleur positionnement possible en vue des éliminatoires. 2 matchs importants contre Concordia et Bishops. 2 adversaires directs, particulièrement Concordia qui est toujours, évidemment, au sommet du classement. Au volleyball collégial féminin, Lionel Groux contre Jonquière, samedi, les équipes 2 et 3 au classement. Et chez les hommes, il y a Limoilou qui joue 2 matchs contre Saint-Jérôme et Outaouais. Donc, Limoilou pourrait vraiment encore plus consolider sa 2e place au classement si jamais les Titans l'emportaient les 2 fois. Au niveau universitaire, il y a un match féminin qui est certainement à voir. UQAM qui sera à l'Université Laval. Le Rouge et Or qui a un bon début de 2023. L'UQAM qui a remporté ses 2 matchs en fin de semaine dernière. Donc, l'UQAM qui fait partie de cette triple égalité en tête avec McGill et Montréal, alors que Laval se bat avec Sherbrooke pour la 4e place. Enfin, je termine en vous suggérant ceux qui s'intéressent à ça, c'est toujours intéressant d'aller voir à McGill en fin de semaine l'invitation d'athlétisme de McGill. Donc, un paquet de super athlètes qui s'affrontent dans toutes sortes d'épreuves, évidemment. Les courses, il y aura amplement de courses, évidemment. Donc, un paquet d'événements, un paquet d'épreuves à suivre. Alors, ce sera intéressant du côté de McGill, évidemment. Donc, là-dessus, voilà, ça fait pas mal le tour. Je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant. Soyez avec nous, donnez-nous vos commentaires et surtout, partagez le plus possible ce qu'on fait pour vous et surtout pour les athlètes étudiants du Québec. Merci, à bientôt.